ce débat prend sa place dans le cadre d'une programmation plus vaste, dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères, qui est un des projets que nous avons en commun avec l'ensemble du réseau des centres culturels étrangers de Paris, et dont le thème cette année est saveurs, couleurs. Donc nous sommes en plein dans le sujet ce soir. Je suis heureux d'accueillir à ma droite Alain Bouard, qui est historien, sociologue, chercheur au CNRS, auteur de nombreuses publications, entre autres, je n'en cite que deux, Le mythe gastronomique français ou Histoire des cuisiniers de France du 19e et 20e siècle. Et à ma gauche, Martin Franz, qui est historien auprès de l'Académie des sciences de la République tchèque et qui a, entre autres, récemment publié un gros volume en collaboration avec Jiří Knapík qui s'appelle Le temps libre en pays tchèque entre 1957 et 1967, un livre qui a été très remarqué, qui a reçu le prix Magnésia Littéra, un des grands prix littéraires en poème, ou un autre livre passionnant pour moi qui s'intitule Algues ou Knedlik et qui traite de l'opposition entre innovation et tradition dans l'alimentation tchèque des années 50 et 60. Nous allons commencer d'abord par deux présentations de 20 minutes pour chacun des participants, sachant que je vais servir d'interprète pour M. Fartz, et puis nous aurons l'occasion peut-être d'échanger entre nous et avec vous, bien sûr. C'est ça qui nous intéresse le plus. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Martin Franz pour, je dirais, la partie tchèque de cette soirée. Takže dobrý den. Abych stihl, tak budu mluvit co nejstručněji a budu se snažit zároveň mluvit pomalu, aby to šlo přeložit. Takže alespoň v krátkosti o počátcích české kuchyně. Když tedy mluvíme o těch počátcích české kuchyně, tak mám na mysli v tomto případě tu kuchyni, která se vyjadřovala česky. A první knihu kuchařských předpisů, které vyšly, které byly česky napsané, tak to je rukopis z konce 15. století. Alors pour parler des débuts de la cuisine tchèque, je me concentre sur les débuts, la cuisine d'expression tchèque, formulée en tchèque. Le premier écrit qui nous est parvenu avec des recettes rédigées en tchèque date de la fin du XVe siècle. A od 30. let 16. století se objevují i tištěné knihy kuchařské v češtině, které jsou určeny stejně jako onen rukopis z konce 15. století, především pro, řekněme, patricijskou vrstvu městské společnosti, pro nejbohatší měšťany, případně pro drobnou šlechtu. Les premiers livres imprimés, vous le voyez à l'écran, paraissent dans les années 30 du XVIe siècle. Ces livres, tout comme le manuscrit que je viens de mentionner, sont destinés primairement, je dirais, aux couches patriciennes des villes, aux bourgeois aisés et, dans une certaine mesure, à la noblesse. Proslulou kuchařskou knihou byla kniha Pavla Rodovského z Hustěřan, který se proslavil především jako alchymista. Tady je na obrázku. Un des livres fameux de cette époque, c'est un livre de cuisine rédigé par Pavol Rodovský z Hustěřan que vous voyez sur cette représentation, cette image. Et cet homme était primairement un alchimiste. Ze 17. století pak máme v češtině řadu rukopisných kuchařek z prostředí šlechtičen, které
jsou psané česky a ukazují klasickou barokní kuchyni s velkým důrazem na sladkou chuť. Au XVIIe siècle, nous connaissons un assez grand nombre de livres manuscrits, donc livres de cuisine manuscrits, principalement rédigés par des femmes nobles. Il s'agit là de recettes assez typiques pour la cuisine de l'époque baroque. L'accent y est souvent mis sur les goûts sucrés. V tomto období už se objevují pokrmy vnímané jako národní. A především jde o hrách, který italský lékař císaře Rudolfa II. Stotožňuje s českým národem, s českou národní kuchyní. Už tehdy se ale objevuje i kapr na černo, někdy označovaný také kapr po česku, a v souvislosti s Čechy se hovoří také o pečené huse. Ovšem husa na obrázku je podstatně pozdější. C'est à cette époque aussi qu'on commence à parler de plats typiquement tchèques, de plats nationaux tchèques. Un des aliments centraux, ce sont les pois. Le médecin italien à la cour de l'empereur Rodolphe II considérait que c'est là l'ingrédient le plus typique pour les Tchèques. On trouve aussi, un tout petit peu plus tard, au cours de la période baroque, la recette de la carpe, ce qu'on appelle carpaccio, la carpe noire, en fait, qui est une carpe avec une sauce au pruneau, qui est donc une recette désignée comme typiquement tchèque. De même que l'oie rôtie, sachant bien sûr que l'oie que vous voyez sur cette photo est bien plus tardive. 18. století znamená v tom českém národním vývoji období stagnace, zejména jazykové. Nicméně už na počátku 19. století se začíná objevovat řada nových kuchařských knih, vydávaných nejen v němčině, jako tehdy při převládajícím jazyku, ale také v češtině. Le XVIIIe siècle, du point de vue des livres ou des textes de cuisine rédigés en tchèque, nous observons un certain ralentissement et puis à partir du début du XIXe siècle, de nombreux nouveaux livres apparaissent, pas seulement en allemand, qui était la langue la plus répandue, mais aussi en tchèque. A ti autoři českých kuchařských knih se vyjadřují vlasteneckou rétorikou, snaží se zdůraznit, že konají službu svému národu. To se týká jak Václava Pacovského, autora v roce 1811 vydané kuchařské knihy, který byl kuchařem hraběnky de Casco v Konárovicích ve středních Čechách. Les auteurs de ces livres ont souvent une rhétorique patriotique, nous sommes à l'époque du renouveau national, souvent leurs livres sont présentés ou sont introduits par un texte qui présente ces livres comme un service qu'ils rendent à la nation. Il s'agit d'une langue parfois un peu alambiquée. Un de ces auteurs est Václav Pacovský, qui publie en 1811 un livre de cuisine. C'est écrit à l'écran, Cuisine de la comtesse de Casco, dans la ville de Konárovice en Bohême centrale. A týká se to také autorky anonymní hospodářské pražské kuchařky, což byla velmi rozsáhlá publikace, vydaná zároveň česky a německy v letech 1819 až 1820, která obsahuje obrovské množství skvělých receptů, velice vyspělé doprovodné gastronomické texty, mimochodem s kritikou průmyslové výroby
potravinářských ingrediencí a obsahující také první recept na guláš mimo uhry. Tento recept byl v češtině i v němčině vlastně prvním receptem na guláš. Un livre assez remarquable de cette période, c'est un livre anonyme, le livre de cuisine pragois économique, qui est paru à la fois en même temps en tchèque et en allemand, qui est un très gros recueil avec de très nombreuses recettes. Et ce qui est frappant, c'est que les recettes sont accompagnées de textes de transition, d'explications très avancés, très pointus, avec entre autres par exemple une critique de la production industrielle des aliments. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue de la cuisine purement tchèque, nationale tchèque, c'est là qu'on trouve la première recette du goulash à l'extérieur de la Hongrie. Specifický příklad je kuchařka Marie Anne Neudecker, bavorská kuchyně v Čechách. Marie Anna Neudecker byla restauratérka v západočeských lázních, Františkovy lázně. Un autre exemple que je voulais vous citer, c'est donc le livre de Maria Anna Neudecker, elle qui était cuisinière ou restauratrice dans la ville thermale de Františkovy lázně. Tato kniha byla mimořádně populární v celém německém jazykovém prostoru a byla přetiskována prakticky po celé 19. století. Je mentionne ce livre parce que ce fut un livre extrêmement populaire au XIXe siècle qui connut de très nombreuses rééditions, notamment des rééditions allemandes. Významným představitelem středoevropské aristokratické kuchyně první poloviny 19. století byl Franz Zenker, vrchní kuchař knížete Schwarzenberga v Českém Krumlově. To znamená primogenitura nejvýznamnějšího, nejbohatšího šlechtického rodu v tehdejších Čechách. Un exemple d'un représentant de la haute cuisine, de la cuisine aristocratique de la première moitié du XIXe siècle, Franz Zenke, qui était cuisinier en chef du prince Schwarzenberg, les Schwarzenberg étant une des familles nobiliaires les plus importantes en Bohême. Franz Zenke je zajímavý i tím, že byl na zkušenou v napoleonské Francii, sloužil v kuchyni vévody de Cambaceres a účastnil se také slavného banketu k poctě papeže v Paříži. Ce qui est intéressant sur ce personnage aussi, c'est qu'il a pu se former en France autour de 1800, entre autres auprès du duc de Cambaceres, et qu'il a pris part donc au banquet en honneur du pape à Paris. Byl také autorem gastronomických textů, v nichž spojoval pozitivní hodnoty s republikánstvím a svobodou, divokostí a naopak negativní, řekněme, s domácí kuchyní. Je to vidět na jeho vztahu k masu divokých kanců, které považoval za skvělé a naopak odmítal vepřelé. C'est assez amusant, il a dans son livre de cuisine, dont vous voyez le titre à l'écran, il est intéressant de remarquer quelles sont les opinions qu'il formule. Par exemple, il considère comme très positif les valeurs républicaines, la liberté, tout ce qui lui paraît dynamique, sauvage, et il considère comme négatif et ennuyeux tout ce qui se rapproche de la cuisine domestique. Donc par exemple, les sangliers ont sa faveur, les porcs ne l'ont très clairement pas. Také byl
chemikem a držitelem patentu zlepšující Papenův hrnec. Cet homme était également chimiste et il a fait patenter une invention pour améliorer le fonctionnement des cocottes minutes. Ovšem zakladatelkou České národní kuchyně za zakladatelku České národní kuchyně je považována Magdalena Dobromila Rettigová, velká vlastenka, autorka domácí kuchařky, poprvé vydané v roce 1826 a mnohokrát dodnes přetiskované a vydávané. On considère comme Magdalena Dobromila Rettigova est considérée comme la véritable fondatrice de la cuisine nationale tchèque telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment à travers son livre La cuisine domestique, publié en 1826 et qui connut de très très nombreuses rééditions. Stala se doslova legendární autorkou. Nicméně je zajímavé, že některé recepty považované za základ národní kuchyně její kuchařka neobsahuje. Můžeme uvést švestkové knedlíky. Oui, c'est devenu un personnage légendaire, son nom est connu de tous en Bohème, même par ceux qui n'ont jamais eu entre les mains son livre de cuisine. Et ce qui est intéressant, ce qui nous frappe à la lecture du livre, c'est que certaines recettes considérées comme typiquement tchèques n'y figurent pas. Par exemple, la recette des knedlíks aux fruits, les knedlíks étant une sorte de quenelle, faute de mieux, j'utilise ce mot, des quenelles fourrées aux fruits. Cette recette-là fait défaut au livre. Po smrti Rettigové se o její odkaz staral spolek Domácnost, vlastenecký spolek Domácnost, který vydával přepracované vydání její kuchařky, jak ho připravila Antonie Dušánková. Après sa mort, son legs est repris par une association, l'association Domácnost, que on pourrait traduire par la maisonnée ou le foyer. Et ces livres sont réédités mais dans des versions un peu réaménagées par une femme qui s'appelle Antonia Dušánková. Ty národní pokrmy v 19. století byly původně hlavně ony švestkové knedlíky, které opiloval například básník Jan Neruda, který také v roce 1891 tvrdil, že se stávají nesmírně populární i v Paříži. Alors, en ce qui concerne les plats qu'on considère comme les plats nationaux au XIXe siècle, il s'agit avant tout justement de ces fameux knedlíks aux fruits, tellement importants qu'ils figurent même dans certains poèmes de Jan Neruda, qui est un des grands classiques du XIXe siècle, vraiment un très grand poète, qui est allé tellement loin qu'en 1891, il a soutenu que les knedlíks aux fruits sont à la mode à Paris. Pak to byly samozřejmě moučné pokrmy jako škubánky, vdolky, to se nedá zkoušet. Ale na konci 19. století dochází k velké změně. Ty švestkové knedlíky se totiž příliš nehodí pod pivo. A proto je vlastně vyvinut pražskými restauratéry nový národní pokrm, který se skutečně prosadí, a to je vepřová pečeně s knedlíky a zelí. D'autres plats considérés comme importants pour la cuisine tchèque sont des plats souvent des plats cuisinés à base de farine. Škubanky, vnolky, ce sont des noms intraduisibles. En fait, il s'agit de différents. C'est de la pâte roulée ou des choses qui s'apparentent au pancake, enfin faute de mieux, hein, mais on reste dans des plats qui tendent vers le sucré. Il y a un gros changement à la fin du XIXe siècle. Tous ces plats, au cœur des Tchèques à l'époque, ne conviennent pas vraiment à la bière.
Donc un grand nombre de restaurateurs dans les villes et à Prague ont lancé un plat soi-disant national, construit de toutes pièces comme plat national, le rôti de porc accompagné de knedlik et de choux, qui lui est très bien, s'accompagne très bien de bière. Donc le propos était bien sûr de vendre plus de bière. A 19. století, respektive jeho konec, je také období, kdy se objevují některé, řekněme, potravinářské speciality, které si uchovaly pověst i ve 20. století, a to je například pražská šunka. La chose curieuse, c'est que ce plat s'est en effet établi et reste encore aujourd'hui un des plats centraux considérés comme un des plats nationaux tchèques. C'est à la fin du 19e aussi que sont développées différentes spécialités dont certaines restent vivantes, comme par exemple le jambon de Prague. Marie Janku Santnerová si zaslouží zmínit především jako hlavní nositelka francouzské inspirace pro českou středostavovskou kuchyni. Populární byla především její kniha rozpočtů a kuchařských předpisů, poprvé vydaná v roce 1924, později vydávaná až do roku 1941 a opět od roku 1990 v mnoha vydání. Une autre figure marquante, Maria Janku Santnerová, qui elle est l'auteur de différents livres, mais d'un livre de cuisine qui a eu un très très grand succès, destiné principalement aux classes moyennes. On peut traduire le titre par livre de calculs et de recettes de cuisine, donc paru en 1924 pour la première fois, avec beaucoup de rééditions jusqu'à la guerre, jusqu'en 1941. Le livre était très utilisé sous le régime communiste, mais n'a pas été réédité, il l'a été, et à de nombreuses reprises après 1989. Období 1948 až 1989 se vyznačovalo především zpočátku problémy se zásobováním, lístkové hospodářství, přídělový systém trval do roku 1953. En ce qui concerne la période communiste, peut-être qu'il faut commencer par dire que le système de rationnement est maintenu jusqu'en 1953. Pochopitelně se tam objevoval také vliv kuchyní zemí východního bloku, vnímaných jako země přátel Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska. Bien sûr, un aspect relativement nouveau, c'est qu'on sent beaucoup plus qu'avant, en tous les cas, l'influence des cuisines des autres pays du bloc de l'Est, de l'URSS, de la Hongrie, de la Pologne, de la Bulgarie, considérés comme bien sûr des pays frères et donc avec une nécessité un peu artificielle parfois d'introduire des éléments de ces pays. Kuchyňský diskurs nebo gastronomický diskurs byl ovládnut lékaři. Souviselo to s tvrzením, že komunistický režim přináší vědecký styl života. Le discours gastronomique de l'époque est dominé par des considérations médicales qui se veulent scientifiques. C'est dû très probablement au fait que l'idéologie communiste se voulait scientifique et amener un confort de vie basé sur des bases scientifiques. Nicméně fakticky hlavní roli hrály hospodářské okolnosti a zájmy velkých průmyslových producentů potravin. Dans les faits, la situation était principalement dictée par des circonstances économiques et par les grands producteurs industriels dans l'industrie de l'alimentation. V druhé polovině 50. let se obnovuje vysoká kuchyně, což se projevilo například
na úspěšné účasti na výstavě Expo 1958 v Bruselu. À partir de la seconde moitié des années 50, la haute cuisine est rétablie, notamment pour des raisons de besoin de prestige, ainsi qu'on a pu le voir à l'Expo 1958 à Bruxelles, où le pavillon tchèque remporte de nombreux prix, tchécoslovaque, pardon. V 60. letech se stává vysoká kuchyně velice mezinárodně otevřená a přístupná moderním trendům. Au cours des années 60, la haute cuisine en Tchécoslovaquie est très ouverte à toutes les tendances internationales et modernes. Objevuje se i v Československu trend televizních kuchařů v pořadu Vaří šéf kuchař vysílaného od roku 1963. Et c'est aussi à partir du début des années 60 que dans la première moitié des années 60 que démarre aussi ce phénomène des émissions télévisées dédiées à la cuisine, avec notamment une émission extrêmement populaire à l'époque, Vaří šéf, un chef au fourneau, diffusé à partir de 1963. Nicméně po roce 1968, po okupaci Československa a velkých politických čistkách, se země opět uzavírá a stává kulturně více konzervativní, což platí i pro oblast gastronomie. Un tournant bien sûr après 1968, après l'écrasement du printemps de Prague, le pays devient beaucoup plus conservateur, avec une grande fermeture à tout ce qui est extérieur, et cette ambiance générale touche bien sûr aussi la gastronomie. Nebyly zachyceny ty nejmodernější trendy v tehdejší haute cuisine, a bylo to také dáno tím, že sortiment potravin nabízený na pultech byl velmi malý, i když v zásadě potravin byl dostatek. De fait, les tendances modernes de cette période des années 70-80 ne sont pas adoptées, ne sont souvent pas même perçues en Tchécoslovaquie. C'est également dû au fait que le sortiment des denrées proposées sur le marché tchécoslovaque est très réduit, même s'il faut dire qu'il est, comment dire, le peu de choses qui est en vente en quantité suffisante. Na konci 80. let v rámci uvolnění ve společnosti lze pozorovat i snahy o inovaci v gastronomii, ale brzdí ekonomické obtíže a přetrvávající malá otevřenost vůči světu. Plus on approche de la fin des années 80, plus on sent une espèce de détente légère, avec une volonté marquée d'innover, mais qui est souvent freinée par des problèmes d'ordre économique, et aussi une certaine fermeture d'esprit qui perdure. Nová doba v 90. let přinesla sice svobodu, ale pro gastronomii v Československu znamenala vesměs léta úpadku, přílišné otevření těm nejkonzumnějším trendům, které velmi vítalo konzumně vyhladovělé obyvatelstvo české, vedlo k velkému rozvoji nekvalitní fastfoodové kuchyně v Československu. La période après la chute du régime communiste, la période d'après 89, a bien sûr apporté la liberté aux Tchèques, aux Tchécoslovaques et aux Tchèques,
Mais en même temps, du point de vue de la gastronomie, il faut dire que c'est une période de net déclin. Ce qui se fait jour, ce sont les tendances les plus basses de la société de consommation, la population tchécoslovaque ayant une grande soif de tout ce qui s'apparentait à cela, dont ils avaient été privés, dont ils pensaient avoir été privés. Donc voilà, c'est tout ce que vous connaissez, les phénomènes du fast-food, etc. Zároveň ovšem došlo k obrovskému rozšíření nabídky, což později vedlo k stabilizaci situace a k obnovení specifické formy vysoké kuchyně, která často čerpá inspiraci i z českých tradic, ale zároveň do kuchyně včleňuje ty nejnovější světové trendy. En même temps, bien sûr, on observe un grand élargissement de l'offre, tout devient disponible, et grâce à cela, très certainement, petit à petit, a lieu un renouveau de la haute cuisine qui s'inspire souvent d'éléments de la tradition tchèque, mais en y mêlant des éléments des différentes tendances mondiales actuelles. Na obrázku je Roman Paulus, šéfkuchař restaurace Alkron, která si vybojovala již před několika lety Michelinovskou hvězdu. L'homme que vous voyez sur cette photo, c'est le chef Roman Paulus qui cuisine au restaurant de l'hôtel Alkron et qui est le chef, qui est un chef étoilé, donc il a une étoile Michelin. Velkým fenoménem současnosti jsou televizní kuchaři, z nichž nejpopulárnější je patrně Zdeněk Polreich, ale je řada dalších. Samozřejmě i mezi nimi je velká diferenciace, zatímco Jiří Babica stělesňuje, řekněme, takovou tu lidovou verzi televizního kuchaře, tak třeba Zdeněk Polreich nebo Emanuel Ledy se snaží o profesně vyšší úroveň vaření. Alors, un phénomène qui a connu un énorme développement, c'est tout ce qui est émission télé dédiée à la cuisine. La cuisine télévisée, avec beaucoup de formats différents. Un chef du nom de Jiří Babica qui propose des émissions qui s'adressent vraiment aux masses, la cuisine populaire, dans un langage populaire, etc. D'autres chefs comme Zdeněk Polreich ou Emanuel Ledy qui essayent de faire des émissions d'un niveau relativement pointu. Samozřejmě i v současnosti zůstává největším problémem ekonomická situace, kdy značná část obyvatelstva je nucena se při výběru potravin řídit především jejich cenou, často i na úkor kvality. Bien sûr, un des facteurs décisifs ou un des facteurs importants qu'on peut observer, c'est la situation économique. Lorsque les habitants ou les Tchèques, de façon générale, doivent choisir leurs aliments, un des premiers critères pour eux est le prix, souvent en dépit de la qualité. Je vous remercie pour cette présentation, pour cette excursion historique. Sans retarder les choses, nous aurons le temps de réagir tout à l'heure éventuellement. Je vous passe la parole à l'heure. Merci. Alors, mon ami et collègue Martin, nous travaillons en effet ensemble dans le cadre d'un réseau de recherche européen qui s'appelle la Commission internationale de recherche sur l'histoire européenne de l'alimentation. Juste petit rappel. Mon ami Franck a montré et a utilisé un certain nombre de mots qui vont me permettre de rebondir d'abord. Les mots par lesquels je voudrais commencer, c'est-à-dire
cuisine, on a entendu le mot cuisine, on a entendu le mot gastronomie, on a entendu parler de haute cuisine, on a entendu parler de cuisine nationale, on a entendu parler de cuisine bourgeoise, etc. Autrement dit, et je suis très heureux que le titre même de notre réunion, de notre conférence, de notre débat, soit gastronomie et alimentation. Parce que, évidemment, ces trois mots, cuisine, alimentation, gastronomie, sont intrinsèquement liés, sont liés inextricablement, je dirais. Et simplement, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas les confondre. Et je voudrais commencer par essayer de dissiper la confusion qui est souvent présente quand on aborde ces questions de gastronomie. Pourquoi? Parce que quand on parle de gastronomie, de quoi parle-t-on? De cuisine? De haute cuisine? En fait, il faut faire tout de suite cette distinction. La gastronomie, ce n'est pas la cuisine. Pour nous, pour les Français, la gastronomie, ce n'est pas la cuisine, c'est un discours sur la cuisine. C'est-à-dire, c'est une littérature, c'est un ensemble de propos, de toute nature d'ailleurs. Je dis littérature aussi bien la plus élaborée que la critique gastronomique, par exemple. Enfin, je dis la littérature gourmande, la littérature de la critique gastronomique, des critiques gastronomiques, tout un ensemble de textes qui ont été, et là c'est un point capital, qui ont été écrits par, non pas des cuisiniers, mais par des littéraires, par des gens qui ne sont pas des cuisiniers. Et ça aussi, c'est déjà quelque chose d'intéressant à confronter cette différence avec. Il y a des points communs, justement, il y a des éléments communs, on le sait, puisque la question de la définition de la cuisine nationale, par exemple, au XIXe siècle, est tout à fait aussi posée en France par et les gastronomes. Ceux qu'on a appelés gastronomes se sont emparés de cette question, au moins autant que les cuisiniers, pour essayer de répondre qu'est-ce que c'est que la cuisine nationale française. Et justement, ils donneront une réponse qui consistera aussi à chercher à définir des plats nationaux. Donc moi je voudrais d'abord revenir un petit peu à la question donc, disons très rapidement de ces notions, de ces termes, parce que évidemment, je vous ai dit que la gastronomie est un discours sur l'art de bien manger. C'est d'abord un mot qui est apparu au début du XIXe siècle, et ceci est extrêmement important. Je vous ai apporté là le livre où le mot apparaît pour la première fois, puisque c'est dans un poème paru en 1801. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir la première édition, mais j'ai la 5e, qui s'appelle La gastronomie ou l'homme des champs à table. Et ça, c'est un texte qui est écrit, un poème en 4 chants, qui est écrit par un homme qui s'appelait Joseph de Berchoux, qui était un juriste, qui est un écrivain aussi, mais qui n'était pas du tout un cuisinier, et qui s'est lancé qui a écrit ce poème, dans lequel il définit un projet qui est celui même de la gastronomie. La gastronomie, c'est un discours, je vous l'ai dit, c'est une pédagogie de l'homme, et de l'homme, là, pourquoi le sous-titre l'homme des champs à table, c'est-à-dire celui, en l'occurrence, qui ne sait pas les usages de la table, qui ne sait pas se tenir à table. Et c'est pour ça qu'il parle de l'homme des champs, parce que l'homme des champs, ce n'est pas le paysan producteur qui, comme le pense d'ailleurs un des fondateurs, le fondateur du mouvement Slow Food, dans un livre dont je reparlerai peut-être, qui s'appelle Bon, propre et juste, où il dit que le paysan, donc l'homme des champs, c'est le paysan, le producteur agricole. Non, c'est l'homme, c'est le rustre, ce qui en français veut dire celui qui n'est pas civilisé, qui ne sait pas se tenir à table. Mais en l'occurrence, la pédagogie s'adresse d'abord à des gens qui ne savent pas se tenir à table. Qui sont ces gens? Ce sont des nouveaux riches, ce sont des gens qui se sont enrichis par la Révolution. On est en 1801, donc tout de suite après la fin de la Révolution, le consulat, l'Empire, donc un changement de société, un changement de régime politique qui voit l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe dirigeante qui est cette bourgeoisie. Mais cette bourgeoisie à qui il va falloir apprendre les usages de la table, c'est-à-dire en l'occurrence ceux de l'ancienne classe dirigeante, c'est-à-dire l'aristocratie. Donc si vous voulez, en France, on a cette gastronomie qui naît au début du XIXe siècle et qui naît comme discours sur l'art de bien manger, puisque
Rappelons simplement le sens du mot. Étymologiquement, la gastronomie, forgée à partir du grec gaster, le ventre, et nomos, la loi du ventre. Donc, c'est un mot un petit peu qui nous gêne toujours un petit peu en français parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Mais en fait, ça veut dire l'art de bien manger. Et cette gastronomie, au fond, elle va donner naissance à ce que moi j'ai appelé un mythe, c'est-à-dire un mythe gastronomique au sens où c'est un récit qui va se forger à partir de cette époque, un récit qui est plus ou moins imaginaire, mais forgé à partir d'un ensemble de croyances, de représentations collective sur la cuisine française, sur son excellence, sur sa prééminence séculaire sur les autres cuisines nationales. Et on a vu dans l'exposé de Martin comment en Tchécoslovaquie, certains cuisiniers dont il a donné les noms ont été formés ou se sont formés ou ont travaillé en France ou se sont... Donc c'est une vieille histoire que le rayonnement de la cuisine française, cette prééminence, au fond, revendiquée et assumée, remontant, on peut dire, déjà au siècle de Louis XIV, parce que c'est bien antérieur. Et nous n'avons pas le temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le terme gastronomie qui apparaît à ce moment-là, va se développer toute une littérature, ce que j'appelle un mythe, qui, au fond, donc, se met en place ou se développe à partir de la Révolution française, mais parallèlement à l'apparition d'un mot nouveau, il y a ce que j'ai appelé, ou ce qu'on peut appeler, la mise en place d'un certain système qui est celui de ce qu'on appelle la cuisine française, c'est-à-dire un ensemble de relations fonctionnelles, je dirais, entre des acteurs sociaux qui sont d'une part, évidemment, les cuisiniers qui aussi ont écrit des livres, mais qui ne sont pas les auteurs de cette littérature gastronomique, principalement, les cuisiniers, les critiques gastronomiques, parce que c'est eux qui vont être les acteurs essentiels de les rédacteurs importants de textes gastronomiques, de textes qu'on pourra plus consacrer à la cuisine, mais qui sont décidément l'expression de cette gastronomie. Et enfin, les amateurs, parce que tout cela n'a de sens que s'il y a des gens qui consomment la cuisine et qui sont les amateurs de cette cuisine qui s'épanouit à ce moment-là, qui est la grande cuisine bourgeoise, et qui est servie dans, si vous voulez, dans une institution tout à fait nouvelle qui s'appelle le restaurant. Donc, il n'y a pas en France de gastronomie sans critique gastronomique d'abord, sans discours sur l'art de faire bonne chère, sans cette littérature. Et je vous ai cité le premier auteur qui s'appelle Joseph de Verchou, mais évidemment, pour aller vite, je rappellerai simplement qu'il y a deux autres pères fondateurs qui sont reconnus comme étant les pères fondateurs de la gastronomie. C'est évidemment Grimaud de la Reynière et bien sûr Brillat-Savarin avec sa physiologie du goût, qui est un texte qu'il a rendu célèbre d'un seul coup, écrit en 1825, dans lequel il va donner une définition extrêmement intéressante de la gastronomie, revendiquée actuellement encore, justement, je citais par Carlo Petrini, le fondateur du mouvement Slow Food, c'est-à-dire il définit dans la physiologie du goût, de ce livre qui le rend célèbre et qu'il fait paraître sans nom d'auteur, parce non pas qu'il ait honte, mais la gastronomie et la matière dont il s'occupe n'est pas considérée comme digne non pas seulement d'intérêt, mais du point de vue scientifique, n'est pas reconnue à l'époque comme étant une discipline à l'égal d'autres disciplines scientifiques. Il l'a définie. Je ne vais pas rappeler la définition mais simplement, dans le détail, mais simplement dire comme c'est la science raisonnée qui concerne l'homme en tant qu'il se nourrit, c'est-à-dire c'est une science globale qui comprend, donc c'est pas simplement un art de bien manger, c'est un savoir qui intègre d'autres savoirs, qui est assez, notamment la cuisine en fait partie, mais autant que d'autres sciences qu'il convoque comme étant des sciences qui doivent être mobilisées pour définir ce que peut être l'art de bien manger, c'est-à-dire aussi bien l'économie que l'économie, que la physiologie. Donc un certain nombre, c'est une vision synthétique de l'alimentation qui se dessine. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, il n'y a pas on pourrait dire en France, il n'y a pas
de gastronomie sans référence, sans critique gastronomique, mais aussi sans restaurant, et sans les restaurants qui se multiplient dans la première décennie, les premières décennies du XIXe siècle. Il n'y a pas non plus de gastronomie sans les artistes culinaires, et c'est vrai que là on a entendu parler d'un certain nombre d'auteurs culinaires, mais en France, il y a effectivement aussi, bien sûr, une haute cuisine, et il y a même plusieurs cuisines, et ça aussi c'est tout à fait important, et c'est un point de comparaison et de discussion possible entre nous, parce qu'en France, effectivement, au début du XIXe siècle, évidemment, se met en place, se définit parallèlement à la gastronomie, une haute cuisine. C'est cette haute cuisine d'un homme comme Carême, qui est un des rares cuisiniers, le plus célèbre, mais en même temps l'un des rares, à tenir la plume et à la tenir seul, parce que bien sûr les cuisiniers ont écrit des livres, mais avec ce qu'on pourrait appeler aussi des nègres très nombreux, parce que les cuisiniers ne savent pas écrire, ne savent pas lire. Pour beaucoup d'entre eux, tout au long du XIXe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait l'obligation de la scolarité obligatoire, primaire et gratuite, beaucoup de cuisiniers ont eu beaucoup de mal à lire et à écrire, donc ils n'écrivent pas. Ils peuvent pas écrire, non seulement pas le temps, mais ils n'ont pas la possibilité d'écrire. Et ceux qui écrivent, ceux qui tiennent la plume, ce sont ceux qui ont une formation, qui sont des écrivains, des littéraires, des rentiers, des gens qui savent écrire. Donc, c'est pour dire qu'il y a bien sûr Carême qui va codifier, mais quoi, une haute cuisine. Et la France se caractérise aussi bien, on l'a vu qu'en Tchécoslovaquie, en République tchèque, pardon, par une certaine pluralité de cuisine. Plus exactement, il y a plusieurs cuisines, mais celle qui apparaît dans le livre de Carême, c'est l'art de la cuisine française, c'est la grande cuisine, c'est la haute cuisine, c'est une cuisine luxueuse, c'est une cuisine qui s'adresse à une clientèle non seulement fortunée, on a entendu parler de Cambacérès, c'est-à-dire une aristocratie à la fois de naissance mais aussi de l'argent, ces nouveaux riches qui ont fait fortune grâce à la Révolution et qui sont au pouvoir, qui sont la classe politique. Donc il y a ces trois acteurs qui sont liés et qui dépendent les uns des autres. Les cuisiniers dépendent des critiques gastronomiques pour leur succès, pour leur réussite, et les critiques, évidemment, ont besoin des cuisiniers pour pouvoir aussi critiquer, faire paraître des ouvrages. C'est le cas de Grimaud-Larinière qui a fait paraître le premier guide. Le premier guide, c'est pas le Michelin qui paraît en 1900, c'est le livre de Grimaud-Larinière, l'Almanach des gourmands, où l'on trouve un peu comme dans le Michelin un siècle après, non seulement des références de restaurants, mais aussi de commerce alimentaire où l'on peut trouver des bons produits. Donc, porté au départ par les gastronomes et les cuisiniers, le mythe s'est développé tout au long du XIXe siècle en France, et avant de s'imposer au fil du temps à l'ensemble de la population qui a à la fois un enseignement, une diffusion par le biais de l'enseignement professionnel, mais aussi et scolaire, mais aussi par les chefs français qui sont partis à l'étranger, qui ont une tradition, non pas d'exportation, mais de carrière aussi à l'étranger. Et au XXe siècle, si vous voulez, le mythe s'est réactivé par toute une série d'actions, de clubs et d'associations gastronomiques. On pourrait citer de nombreux exemples, comme l'Académie des gastronomes, ou le rôle joué à cet égard pour la défense de la cuisine française, avec toujours la même, disons, pour la promotion et la défense de la cuisine française, par Kurnowski, le prince des gastronomes. On a un prince des gastronomes en France qui s'appelait Kurnowski, qui était le principal critique gastronomique de la première moitié du XXe siècle. L'adhésion collective au mythe ne s'est pas démentie jusqu'à nos jours, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Il a été battu en brèche et constamment réactivé, et on en a une illustration, c'est à ça que je voulais venir récemment, par ce qu'on a appelé l'inscription du repas gastronomique français au patrimoine immatériel de l'humanité, et ceci, ça date de 2010. Alors, je passe sur ce qui est intéressant dans cette histoire, justement, c'est de s'interroger, puisque nous avons, disons, après toute une campagne faite par une mission spécialement créée, au sein du ministère, une mission ministérielle qui avait la charge de porter le projet de l'inscription de la gastronomie française. Cette mission s'appelait la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. On a porté ce projet, et après un premier
une péripétie qui a été un premier refus de l'UNESCO pour des raisons qui tiennent effectivement non seulement à la politique unesquienne, mais enfin toute une série de pressions, de lobbying de la part des Français. Le projet a réussi et a abouti à l'inscription de quoi? Non pas de la gastronomie, mais du repas gastronomique des Français comme un élément de ce patrimoine universel. Et évidemment, donc ça c'est intéressant parce que il était inscrit et on justifiait cette décision en soulignant que le repas gastronomique des Français jouait un rôle social actif dans la communauté. Qu'est-ce que c'était que le repas gastronomique des Français? Dans l'inscription, c'était un repas constitué d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert et arrosé. Donc l'idée d'un repas aussi pris en groupe, si je puis dire, donc parce qu'on soulignait que c'était à la fois un usage social et une pratique culturelle essentielle, vivante en tout cas. Et évidemment, moi je me suis réjoui, comme peut-être beaucoup de gens, de cette décision, mais je m'interroge. Et à ça que je voulais venir, parce que je m'interroge d'abord pour savoir ce que c'est que le repas gastronomique des Français, n'est-ce pas? La décision, les responsables de la mission disaient, en se félicitant, que le repas gastronomique des Français n'était que la version démocratique du repas des élites de l'Ancien Régime. La structure actuelle des repas des Français en 3 services provient du modèle des repas festifs des élites au XVIIe siècle. Cette succession de plats a d'abord inspiré les repas quotidiens des élites, puis leurs pratiques se sont diffusées dans toutes les couches de la société. Et d'ajouter que le repas gastronomique, avec sa structure, entrée, plat principal, fromage et dessert, j'avais oublié le fromage, avait aussi des vertus du point de vue nutritionnel. C'est ce que disait l'une des responsables de cette mission, Julia Xerbo. Le repas gastronomique contribue à l'équilibre et à la variété recommandés par les nutritionnistes. Somme toute, il permettrait conditionnel de concilier plaisir alimentaire et santé. L'art de bien manger, le plaisir du goût, l'intérêt porté à la cuisine participe aussi de la relation saine que les Français entretiennent avec l'alimentation en les préservant logiquement contre le surpoids. Au-delà de l'autosatisfaction, la question qui est posée est bien de savoir ce que c'est que le repas gastronomique. Est-ce que c'est le repas de famille? Mais alors, il ne s'agit pas du repas quotidien des Français, car même si on en croit les enquêtes, notamment celle du Prédox, qui cherche à accréditer l'existence d'un modèle français qui se perpétuerait, le repas avec plat, entrée, fromage et dessert tend à disparaître au profit du plat unique et du repas de plat. D'autre part, on peut chercher où ce repas gastronomique des Français se déroule. Est-ce que c'est le repas du dimanche, comme on disait, et ces plats traditionnels, poulet rôti, gigot et haricots, gâteaux? Non. Ne faut-il pas chercher du côté du repas de fête, repas d'anniversaire, repas de Noël, du jour de l'an, où on met les petits plats dans les grands? Mais alors, il ne s'agit plus du repas quotidien ou de pratiques sociales répandues et partagées par la communauté nationale. Je veux en venir à cette idée tout simplement que on pourrait dire, voilà, le repas gastronomique, c'est celui qu'on prend dans les restaurants gastronomiques. Mais alors là, à ce moment-là, on tombe de haut quand on voit que ces restaurants dits gastronomiques, les étoilés, les 3 étoiles, font une offre avec des prix qui sont largement inaccessibles à la population française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui y vont, mais ce n'est pas possible de mettre 300 € sans parler des vins et ce qui arrive à des additions de 300-400 €. Bien sûr, on va me dire, au XIXe siècle, il y a des gens qui se sont ruinés, et c'est vrai, à table, et il y en a qui sont morts à table d'avoir trop mangé ou d'avoir trop dépensé. Mais le problème n'est pas là. Donc je veux en venir tout simplement à cette idée que l'écart s'est creusé chez nous au fil des années entre les représentations, les croyances en l'excellence de la cuisine française et les pratiques culinaires et alimentaires. Pourquoi? Eh bien parce que précisément notre alimentation, et j'en viens à l'alimentation, est de plus en plus une alimentation assurée par l'industrie agroalimentaire, qui n'est pas le grand Satan, mais dont les objectifs ne sont pas ceux de la gastronomie, même s'il se part de vertus gastronomiques sur les
produits qu'il vend en mettant à la bouille des chefs, si vous allez les acheter, ces produits dans les supermarchés. Mais en tout cas, ceci nous amène à réfléchir, et c'est ça là que je voulais en venir, et c'est le débat actuel sur la question de redéfinir la gastronomie. La gastronomie, elle ne peut plus être celle du XIXe siècle, donc j'ai très peu eu le temps de parler. Une gastronomie, parce que les produits en ont disparu, parce qu'on ne retrouvera jamais les truffes comme il y en avait. En 1900, on produisait en France 1000 tonnes de truffes. Cette année dernière, on en a peut-être eu 30 tonnes. Autrement dit, si on veut de la truffe, on va vous en donner. Et ce sera de l'huile de truffe, ce sera de la truffe de Chine, ce sera de l'industrie qui va vous fournir, qui a la capacité, depuis qu'elle a mis au point la vanilline pour remplacer la vanille, elle va vous fournir le parfum de la truffe. Et de même pour le saumon sauvage a disparu, et de même pour l'ortelan, il n'y en a plus, etc. Tout ce qui était les produits de cette haute cuisine de Carême et d'Escoffier à la siècle, ça n'existe plus. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas non plus adopter le parti de l'industrie, un autre parti qui est celui de l'industrie chimique, qui se véhicule à travers la notion de gastronomie moléculaire. Alors, entendez-moi bien, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de molécules. La cuisine, c'est de la chimie et de la physique. Et plus il y en aura en tant que connaissance de ce qui se passe dans une casserole quand on met un produit et qu'on met le feu en dessous, ça c'est formidable. Par contre, si la gastronomie nucléaire, ça consiste à dire, comme c'est présenté par ses promoteurs, à user des additifs, des conservateurs, des exhausteurs de goût pour faire de la gastronomie, pour faire de la création, je dis non. Et donc le problème, si vous voulez, qui nous est posé, du fait que la gastronomie a changé de nature complètement, c'est devenu une industrie de luxe, c'est devenu un enjeu économique considérable pour un pays comme la France, puisque la France est la première destination touristique au monde, et que dans la promotion de la France comme destination touristique, on met au premier rang la table, donc elle est mise en premier rang, et évidemment, c'est autre chose. C'est une autre chose qu'on appelle gastronomie maintenant. C'est un produit, c'est de l'industrie. Et alors, je vous en donne la démonstration. Il suffit d'aller dans un supermarché et de regarder les rayons de produits, ce qu'on appelle les produits aliments services. Vous allez trouver tous les grands chefs étoilés sur la couverture, sur le cartonnage du produit qui s'appellera la blanquette de veau Robuchon, qui s'appellera etc. Donc, on est dans une autre situation qui n'a plus rien à voir avec celle du XIXe siècle, ni celle même du début du XXe siècle, ce qui fait que nous sommes devant cette question de redéfinition de la gastronomie. Et c'est en ça que, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Carlo Petrini, parce que, non pas que ce soit la solution, il n'y a pas de solution, c'est à nous d'inventer et de trouver la solution. Mais il y a un autre problème qui se pose, qui est celui de la cuisine. Parce que la cuisine a changé complètement de statut dans notre société aussi, au fil des années. On a parlé de cuisine, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a la cuisine nationale en tant que telle, parce qu'en France, il n'y a jamais eu une cuisine française, on a toujours eu plusieurs. Ou plus exactement, il y a une cuisine française, et là, ça nous permet de rebondir sur ce qu'a dit Martin, parce que il y a au XIXe siècle une cuisine définie par un plat national, c'était le pot-au-feu. Et les chefs français, comme les gastronomes, se sont mis d'accord là-dessus. Mais aussi, c'est posé aussitôt le problème de la cuisine régionale. Quelle est sa place et son statut? Mais je reviens à la question principale. Nous sommes devant cette obligation de redéfinir une gastronomie pour tous. Et Carlo Petrini a fait paraître un livre dont le titre me paraît très bon, parce que cette gastronomie pour tous, elle passe par quoi? Par la pratique de la cuisine de produits bons, propres et justes. C'est-à-dire de bons produits justes, parce que, disons, on va rémunérer le producteur et qu'on va faire aussi un choix. Quand on choisit de manger cette alimentation industrielle, on fait un choix qui est un choix politique. Quand on décide d'acheter autre chose, un produit frais, et de le cuisiner, c'est un choix aussi qu'on fait. Et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer non seulement dans la sélection, le choix des bons produits, mais dans la mise en œuvre de cette nouvelle gastronomie. Mais évidemment, qui passe par la pratique de la cuisine. Et c'est là que l'on bute sur un obstacle, comme en République tchèque. Les Français sont scotchés devant leur écran de télévision pour les émissions de cuisine, ça ne veut pas dire qu'ils font la cuisine. Et c'est précisément pourquoi, parce que ça veut dire que la cuisine a changé, c'est un spectacle, c'est un divertissement, c'est un plaisir.
c'est un loisir, mais ce n'est plus une pratique quotidienne, vernaculaire, comme disait Ivan Illich, ce n'est pas une pratique domestique, ce n'est plus majoritairement. Moi, je parle d'une histoire majoritaire, comme en me référant à Brodel, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe majoritairement. Vous pouvez me dire, moi je fais la cuisine, moi aussi je la fais. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble des pratiques, et majoritairement les Français ne les font plus, puisque de plus en plus ils recourent à des produits industriels, et même les cuisiniers, puisque le collège culinaire animé par les plus grands chefs français vient de nous faire savoir que 75% des plats consommés dans les restaurants provenaient de l'industrie agroalimentaire via métro. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose que je dis qui est non seulement pas sorti de mon imagination, mais qui pose vraiment bien le problème. C'est à nous d'inventer une nouvelle gastronomie, si on le veut. Et évidemment, on pourra toujours continuer à parler de la cuisine. Et il faudrait terminer par une petite citation aussi d'un homme dont l'ère culturelle est celle de l'Europe centrale, puisque elle est terrible cette citation, mais elle est drôle aussi, si je puis dire. C'est Sioran qui, en 1940, dans un texte qu'il avait consacré à la France, a dit ceci. Ce qui est révélateur, ce n'est pas le fait de manger, mais de méditer, de spéculer, de s'entretenir pendant des heures à ce sujet. La conscience de cette nécessité. Il a écrit ce texte en pleine débâcle de la France en printemps 40, printemps 48. La conscience de cette nécessité, le remplacement du besoin par la culture, comme en amour, est un signe d'affaiblissement de l'instinct, de l'attachement aux valeurs. Tout le monde a pu faire cette expérience. Quand on traverse une crise de doute dans la vie, quand tout nous dégoûte, le déjeuner devient une fête. Les Français savent savent depuis plus d'un siècle qu'ils mangent. Du dernier paysan à l'intellectuel plus raffiné, l'heure du repas est la liturgie quotidienne du vide spirituel. La transformation d'un besoin immédiat en phénomène de civilisation est un pas dangereux et un grave symptôme. Le ventre a été le tombeau de l'Empire romain, il sera inéluctablement celui d'une intelligence française. J'espère qu'il faudra démentir. Voilà, merci. Donc, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de noter toute la citation, je me dépêche de finir de la traduire. Voilà. Je vous remercie à tous deux pour ces présentations et pour cette ouverture donc, sur ces questions qui nous touchent tous, bien sûr. Je me tourne d'abord vers Martin Franz pour demander s'il veut réagir à ces questions-là avant de vous donner la parole. Já bych chtěl reagovat na dvě věci. První je ta otázka gastronomických textů, tedy gastronomické literatury, která ale není přímo kuchařskou literaturou. To je věc, která skutečně v tom českém, jazykově českém prostředí chyběla v 19. století. Vlastně jediným autorem v českých zemích, který skutečně této literatury byl schopen, byl ten Franz Zenker, ale ten publikoval výhradně německy, přestože češtinu alespoň v zásadě ovládal. Alors, une réaction, mais par rapport, une précision par rapport au contexte tchèque. Vous avez parlé de cette littérature gastronomique qui n'est pas une littérature écrite par des cuisiniers. C'est quelque chose qui curieusement est plutôt absent du milieu tchèque au XIXe siècle. La seule exception étant ce Franz Zenker que j'ai mentionné, mais dans son cas,
les textes qu'il écrit sont rédigés en allemand, même si lui-même connaissait le tchèque, maîtrisait le tchèque. Nicméně na konci 19. století profesor Kutnohorského gymnázia Řehák vytvořil, co se dalo označit jako gastronomický text, ale vlastně to pouze suplovalo nějaký žánr, které v tom českém prostředí chyběl. A jednalo se o ojedinělou práci, která zapadla. Une exception peut-être, à la fin du 19e siècle, un instituteur de la ville de Kutná-Hora, du nom de Řehák, a rédigé un texte que l'on pourrait qualifier de texte gastronomique, mais ce texte fut très clairement écrit avec la volonté de remplacer quelque chose, ou de combler ce vide, de remplacer quelque chose qui manquait, et n'a pas du tout eu le retentissement, ce texte s'est noyé, s'est perdu. To ostatně v tehdejší české kultuře bylo dost běžné, že se vlastně některé ty žánry z toho francouzského prostředí uměle implantovaly do Čech. C'est d'ailleurs un fait assez courant d'importer à l'époque, en Bohème des phénomènes culturels, des phénomènes de société de France, souvent de façon assez artificielle. A druhá poznámka se týká problematiky potravinářského průmyslu a vztahu k těm televizním kuchařům. Já jsem tady zmiňoval toho Zdeňka Pulrajcha, který právě ale proslul tím, že bojuje právě v gastronomii, v restauracích, aby se používaly polotovary, aby se používaly různé směsi průmyslově připravené a podobně. Et une deuxième remarque ou une deuxième réaction qui a trait à l'industrie de l'alimentation aujourd'hui et aux chefs télévisés justement. Ce qui est assez intéressant, c'est que le chef Zdeněk Pulrajch, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a eu son émission aussi, qui est assez populaire en Bohème, est justement un des chefs qui mène un combat assez actif au niveau de la gastronomie, au niveau de la restauration, contre tout ce qui est justement ajout d'éléments ou intervention industrielle, intervention chimique au niveau des ingrédients. Une petite question sur un des auteurs que Martin a cité, sur Franz Zenker, parce que il a été dit qu'il avait cuisiné pour le pape. Alors je me demande simplement si c'était pour l'occasion du mariage de Napoléon, parce que le pape est venu en France convoqué, si je puis dire, par Napoléon. Donc, mais ça c'est un point simplement de détail. Moi je crois quand même, au-delà de cette question, à côté de cette question, qu'il y a quand même une spécificité, si vous voulez, justement, autant je mets en cause cette auto-célébration, enfin je la mets en cause, elle existe, permanente de l'excellence française, parce qu'on a un exemple avec la cuisine tchèque, il y a d'excellentes cuisines ou de très bonnes cuisines dans tous les pays, et ça n'est pas le problème, et en France aussi, mais la différence c'est que la France a non pas cette unicité de situation du fait de l'importance du discours gastronomique. Je n'ai pas cité même la littérature tout court, qui fait une place considérable au XIXe siècle à la table. On commence avec Balzac, on continue avec Flaubert, tous les grands auteurs français, Maupassant, Zola, et on continue, Simenon au XXe siècle, Colette, etc., etc. Des pages éblouissantes sur la table. Le repas de mariage de Madame d'Emma Bovary, c'est un chef-d'œuvre, un morceau d'anthologie. Autrement dit, il n'y a pas que ce que j'ai dit, qui est la critique gastronomique, le guide Michelin, les guides multiples qui se sont contemporains, mais il y a cette littérature gourmande et même littérature tout court qui est énorme, qui est considérable et qui fait peut-être l'originalité, la caractéristique
de la France par rapport à d'autres pays. Voilà. Ça, c'est absolument, je crois, un point à souligner. Non pas, et donc, la cuisine. Et deuxièmement, peut-être simplement, je m'arrêterai là, parce que c'est la question de la définition de la cuisine nationale. Parce que Martine a évoqué la cuisine nationale à différentes périodes. Or, pour moi, c'est au XIXe siècle, surtout, que l'on voit, bien sûr, cette question de la cuisine nationale posée de manière récurrente, si je peux dire, dans la dernière moitié du XIXe siècle, par les Français, et ils définissent la cuisine nationale d'abord par opposition, bien sûr, puisqu'on a le contexte des nationalités et des conflits de nationalités aux autres pays. Donc ils vont dire, voilà, les cuisiniers français, la choucroute en Allemagne, le haggis en Écosse, et même on arrive à la fin du XIXe siècle à lire des textes dans les revues culinaires disant que le couscous c'est le plat national arabe. Vous voyez, des choses comme ça, c'est amusant, si je puis dire. Et à l'époque, l'accord se fait en France, pourquoi sur le pot-au-feu? Parce que c'est un plat qui est consommé aussi bien dans les chaumières que dans les châteaux, puisque même Carême, le grand Carême, a commencé son art de la cuisine française par une théorie du bouillon, c'est-à-dire le bouillon c'est le point de départ de tout, pour les sauces, et qu'il faut que le cuisinier s'occupe très soigneusement du bouillon, du pot-au-feu, le fameux pot-au-feu, qui est la base finalement, une des bases essentielles de la cuisine, parce que c'est à partir de cette réduction de bouillon et de viande que l'on peut faire des sauces, et que les grandes sauces, les 4 grandes sauces de mer, il appelait les sauces mères et les autres sauces. Donc, c'est très important, si vous voulez, cette question de la cuisine nationale, mais si vous voulez, elle évolue après au fil des années parce que se branche sur cette question, celle des autres cuisines. Et la France a toujours eu plusieurs cuisines, aussi bien du point de vue social, sociologique, il y a une grande cuisine aristocratique, la haute cuisine, il y a une cuisine bourgeoise, il y a une cuisine paysanne, et il y a une cuisine comme on se dit appelée impromptue, cuisine, bon, c'est peut-être pas très, du point de vue sociologique, ça n'a pas tellement de portée, de sens, mais de dire, si vous voulez, une cuisine à la fortune du pot, qu'on fait avec ce qu'on a dans son placard, bon. Et aussi, ce qui a complètement disparu, c'est la cuisine des restes. C'est-à-dire, et là, si on revient en question du pot-au-feu, on comprend pourquoi. Parce qu'avec un pot-au-feu, on fait, avec les restes du pot-au-feu, on peut faire énormément de choses. Tout ça a disparu avec l'industrie, avec l'avènement de la société de consommation et évidemment l'enrichissement jusqu'aux années de la crise, jusqu'à ce que la crise commence à se faire sentir, c'est-à-dire à partir de la fin des années 70. Maintenant, je vais peut-être... Já bych ještě snad takovou drobnost k národní kuchyni z toho českého pohledu. Nevím, jestli to fungovalo i ve Francii. A sice to, že vlastně bylo určité napětí mezi potřebou vytvořit nějaký fundus české národní kuchyně, celočeské, aby se tím dovršil vlastně kulturní formování jednotného národa a oproti tomu tam bylo určité napětí k těm regionálním specialitám, které samozřejmě většinou byly včleněny do toho komplexu té národní kuchyně. Konec konců švestkové knedlíky byly původně zřejmě moravskou specialitou. Une remarque encore à laquelle j'ai pensé par rapport à la cuisine nationale, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tous les cas au 19e, on assiste à une tension entre le besoin ressenti de créer un ensemble de phénomènes par rapport à la cuisine nationale tchèque, mais d'inclure la cuisine nationale tchèque dans tout ce qui définit la nation et dans tout ce qui tend à unifier la nation. En ce sens, il y a une tension entre tout cela et les spécialités régionales que l'on essaie d'englober dans ce grand tout, dans cette unité. Les knedlík aux fruits ou les quenelles de prunes, à l'origine, sont un plat plutôt morave. C'est un exemple.
Mais je me tourne vers vous, vous avez peut-être des questions, des réactions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je trouve le fait que le premier livre de cuisine tchèque était écrit par un alchimiste très intéressant parce que les alchimistes, sauf eux de ma part, cherchent à transformer le plomb en or. Et donc c'est une idée très puissante que le travail des éléments de nourriture pour les transformer en quelque chose de merveilleux, de très spécial. Parce que étonnant qu'on n'a pas ce même lien en France. Je me demande si on a déjà des cas semblables ailleurs. Effectivement, je n'ai pas réagi à cette, comme vous venez de le faire, à cette question de l'alchimie, mais effectivement, il est clair que les alchimistes de l'époque médiévale et moderne se sont posés les problèmes de la transformation des aliments au cours de la cuisson. Et donc, cette question de la transmutation de certains corps, je pense par exemple à un grand alchimiste qui a formulé à qui on attribue, j'ai oublié je ne vois pas son nom maintenant, qui est très connu, qui dit que c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire, je vais le retrouver, mais c'est effectivement, en France, on n'a pas tellement on a par contre beaucoup de médecins de la Renaissance qui se sont intéressés ou qui ont écrit des ouvrages qu'on pourrait appeler de diététique, mais ce ne sont pas des ouvrages qui posent la question des transformations des corps sous l'effet de la cuisson. Il faut attendre beaucoup plus presque contemporaine pour avoir, sauf quelques-uns qui s'intéressent à, par exemple, on a parlé tout à l'heure, Martine a parlé de la cocotte minute. Denis Papin a posé le problème a inventé, on pourrait dire aussi d'une certaine façon, la cocotte minute au XVIIe siècle, c'est-à-dire comment on assure une pression sur les corps mis à cuire, on assure une cuisson plus rapide. Même il avait fait l'expérience avec des os avec cette pression très forte exercée sur le récipient de cuisson, on peut obtenir une désintégration des aliments. Donc ça c'est, mais l'alchimie au sens où il est présent peut-être dans ce texte, on est là. Je ne vois pas d'équivalent à l'époque, je vois par des livres de cuisine ou des livres de diététique médicale. D'autres questions, réactions? C'est une question et une réflexion que je me suis faite en écoutant les deux orateurs. Vous n'avez pas, alors c'est tout à fait contemporain, et peut-être que ça rejoint une évolution de qu'est-ce que c'est que le discours gastronomique, parce que une évolution qui rapprocherait la gastronomie de la cuisine, enfin des pratiques et le discours sur. Et je pense que c'est les revues, la multiplication. En France, ça fait longtemps que je pense qu'il y a des transformations dans les journaux, pas que culinaires, qui sont de deux types. Il y a ceux qui prescrivent, je pense par exemple à table ou des choses comme ça, et il y a ceux, et c'est ça qui est très intéressant, qui fait peut-être bouger les lignes, qui sont interactifs, où les gens envoient leurs recettes, on publie leurs recettes, comme Marmiton, ou en Bohème, en Petite, par exemple. Et ça, c'est un phénomène, alors, Bohème, c'est tout à fait nouveau, ça date peut-être même pas des années 90, peut-être des années 2000, mais une espèce d'interactivité entre un milieu de journalistes qui va se focaliser sur les questions d'alimentation, d'appareils aussi culinaires, et puis les lectrices ou les lecteurs, c'est plus souvent des lectrices d'ailleurs, qui expérimentent les recettes et qui envoient les leurs.
Et là, quelque part, il y a quelque chose, à mon avis, qui me paraît peut-être. Enfin, et en plus, ce sont des gens qui font la cuisine. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas qu'il y a des gens qui achètent, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs, achètent des plats tout faits, mais en même temps, vont peut-être. Et alors, je vais vous demander la place de ces journaux. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Mais c'est un phénomène qui existe aussi. Ou d'ailleurs, il y a quelquefois des grands restaurateurs aussi. Oui, bien sûr, mais là, nous touchez une question qui est essentielle, que celle des médias, au sens à la fois médias écrits et autres. On a parlé, bien sûr, il faut longuement parler de leur rôle même dans l'évolution à la fois du métier de cuisinier, de la cuisine, etc., etc. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est une question à la fois de l'évolution même des revues, parce qu'elles ont changé complètement et de format, j'ai des collections de revues Cuisine et Vins de France qui datent de 1947 et qui se sont prolongées assez longuement. Et quand on les confronte avec les revues actuelles, ça, évidemment, il y a des changements pas seulement de forme qui se sont produits, c'est-à-dire, vous avez souligné l'interactivité, on pourrait rebondir là-dessus, par exemple en soulignant le rôle très important des blogs culinaires qui sont multipliés, qu'on compte par centaines, et qui, effectivement, de même que cette interactivité a des conséquences même sur la critique gastronomique, puisque des amateurs se sont érigés non seulement en critique, mais ont créé des guides gastronomiques qui ne sont pas nécessairement nouveaux, en d'autres termes. Il y a donc une multiplication d'abondante littérature nouvelle, les nouveaux médias, ou les médias apparemment type blog culinaire, qui traduisent bien sûr à la fois un intérêt, une implication et un changement par rapport à la scène antérieure à la fois de la critique gastronomique et de la cuisine. La scène est extraordinairement, si je puis dire, la scène est très variée, très diverse. Il y a énormément de choses qui se passent et qu'on ne voit pas très bien. Mais vous avez raison de souligner moi j'insisterai aussi sur le rôle des blogs, tout simplement. Des amateurs se consacrent même un temps fou, et justement pas à faire nécessairement la cuisine, mais à mettre à présenter leur production et à la commenter, à la discuter, à la faire connaître. Donc c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait important, vous avez raison. Donc il est difficile peut-être d'évaluer la portée et l'influence sur ce qui me paraît être l'un des nœuds de problèmes qui tournent autour de la pratique de la cuisine dans la société française. Mais il ne s'agit pas de dire, encore une fois, je pourrais bien j'essaye de dire que il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de bonne cuisine, qu'il n'y a pas de bon cuisinier. Il s'agit de voir qu'il y a une évolution, des pratiques considérables qui s'est faite et qui, non pas contredire, mais qui s'inscrit un peu en faux contre les représentations et les discours dominants auxquels par exemple, les cuisiniers eux-mêmes ne font plus la cuisine. C'est un truc extraordinaire. Moi j'écoute une émission de Thierry Marx sur France Culture. Thierry Marx, il raconte l'histoire. Parce que les cuisiniers, on leur tend le micro maintenant, quand ils sont devenus des stars, on leur demande leur avis sur la réforme de l'enseignement, sur la situation politique en Irak. Donc ils ont leur mot à dire, tout le monde dit, pourquoi pas, mais je veux dire, donc ils ont changé complètement de place et de statut dans la société. Ils sont sortis depuis des décennies de leur cuisine et maintenant ce sont devenus des vedettes de cinéma presque. Donc ils ne font plus la cuisine. L'émission de Thierry Marx où il raconte pour telle date une recette. Par exemple, j'ai soumis à une recette de daube, mais c'est pas lui qui l'a fait, la daube. C'est un sous-fifre avec évidemment un billet en cuisinier qui a fait la recette. Donc il ne fait plus la cuisine. Il est là pour dire la daube de bœuf, c'est un plat formidable, etc. C'est les caractéristiques des années d'après-guerre. C'est pas vrai, mais ça fait rien. Parce que le journaliste n'en sait pas plus que lui, donc il dit oui, c'est formidable, etc. Mais c'est pas lui qui fait plus la cuisine. Donc on a aussi ce paradoxe-là actuellement du fait de l'évolution
du lien entre les chefs et les médias. Ça, c'est un problème essentiel. Voilà, la médiatisation, la surmédiatisation, et je dirais de manière très critique que la médiatisation, la surmédiatisation tue la cuisine. Parce que la cuisine, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est une pratique destinée à faire plaisir et à se faire plaisir pour assez proche à sa famille, à ceux qu'on aime. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait qu'on croire. Une compétition où les gens se... Enfin, je veux dire, on est dans un délire complet. Mais voilà, c'est ça la question. On est dans le délire et d'une certaine façon... Já bych nejdřív začal jednou historickou poznámkou. Je zajímavé, že v tom období 1948 až 1989 v Československu neexistoval, řekněme, labužnický časopis. Jediný časopis věnovaný výhradně jídlu byl časopis Výživa lidu, vydávaný Společností pro racionální výživu, který měl poučit občany o zdravé výživě. Encore une remarque un peu d'ordre historique. Je me rends compte qu'entre 1948 et 1989, donc sous le régime communiste, il n'y avait pas en Tchécoslovaquie de revue de gourmets, ou je ne sais pas comment appeler ce phénomène. Il n'y avait qu'une revue qui traitait de gastronomie. C'était la revue L'alimentation du peuple, publiée par l'Association pour l'alimentation rationnelle du peuple, et dont le sujet premier était une approche scientifique à l'alimentation. Samozřejmě po roce 1989 se to pronikavě změnilo a těch časopisů existuje celá řada. I fenomén food blogerů se mimořádně rozšířil s tím, že vznikly také autoritativní food blogeři, kteří skutečně hrají v té společnosti velkou roli. Samozřejmě přispěli do určité míry k demokratizaci toho diskurzu o stravování, už kvůli tomu, že část z nich vlastně nejsou profesionální kuchaři, ale jsou to laičtí zájemci o dobré stravování. Bien sûr, après 89, la situation a changé. Il y a aujourd'hui énormément de revues culinaires de tout genre. Le phénomène des food blogueurs est très fort en Bohème aussi, bien sûr. Certains des auteurs de ces blogs font autorité au sein de la société tchèque, ils ont un rôle fort. C'est à la fois, bien sûr, un signe d'une démocratisation du discours sur l'alimentation, justement parce que ces auteurs ne sont pas des professionnels. Samozřejmě obrovskou roli hraje internet jako zásobárna receptů. Například moje švagrová, která skutečně běžně, každodenně vaří, mi říkala, že už nepotřebuje žádnou kuchařskou knihu, protože každý recept, který hledá, najde na internetu. C'est vrai qu'Internet est devenu une énorme réserve de recettes, c'est ce que tu disais avec Marmiton, etc. Ma belle-mère m'a dit il y a quelque temps, je n'ai plus besoin de livres de cuisine, je trouve tout ce dont j'ai besoin sur Internet. D'autres questions, réactions? Oui, une petite question pour M. Franck sur les recettes de cuisine nationale dont il nous a parlé au 19e siècle et avant. Est-ce que le goût pour ces mets nationaux
était partagé par la minorité de langue allemande vivant dans la région, ou est-ce que c'était plutôt une caractéristique de la population de langue tchèque? Tak je třeba si uvědomit, že vlastně ten národní český nápoj, pivo, plzeňské pivo, byla původně záležitost německá, teprve později vlastně se ta výroba piva čechizovala. A velmi podobná byla i ta kuchyně a dokonce lze říct, že když museli po druhé světové válce Němci to německé obyvatelstvo z velké části opustit Československo, takže do těch regionů, kam přišli, přinesli některé typicky vlastně české ingredience. Konkrétně třeba v Bavorsku byla zcela novinka, že se používá česnek nebo že se používá mák. Dokonce v tom Bavorsku bylo pěstování máku zakázáno. Předtím. Oui, c'est une très bonne question, bien sûr, il faut le préciser. La boisson nationale tchèque, la bière, et la bière de Plzeň, la Pilsner, c'est d'abord un phénomène allemand et qui a été repris par les Tchèques ou tchéquisé au fur et à mesure. Et c'est un peu la même chose pour la cuisine, c'est que c'est comment dire, toutes ces choses-là sont communes aux populations de cette région. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer quand la minorité de langue allemande a été expulsée après la Seconde Guerre mondiale et forcée donc de s'installer en Allemagne, ces populations ont apporté avec eux des habitudes et des ingrédients qui étaient typiquement tchèques. Par exemple, tout à coup en Bavière, on s'est mis à utiliser beaucoup plus les oignons ou le pavot. Chesnek, pardon, pas les oignons, l'ail, merci. Ou le pavot, qui était interdit jusque-là en Bavière. S'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je vous remercie nos deux participants, merci beaucoup pour vos interventions, merci à vous d'être venus. Si vous le souhaitez, nous pouvons poursuivre nos discussions de façon informelle autour d'un petit verre de bière tchèque. Merci.